Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Si vous êtes loin, c'est par WhatsApp, c'est par téléphone, c'est 1 heure de coaching, c'est du suivi pendant 2 semaines et je vous aide à résoudre vos problèmes de relations notamment ou des problèmes de confiance en vous, de travail sur vous. Aujourd'hui, la plupart de mes clients m'appellent pour des problèmes de relations. Alors on va faire une vidéo aussi là-dessus aujourd'hui qui va parler de ce thème-là, harceleur et menteur. Vous savez que quand on a des difficultés avec quelqu'un, c'est que souvent il traverse une crise existentielle. C'est quand il n'y a pas de crise existentielle, il y a moins de conflits dans le travail, dans le boulot, dans la famille et aussi dans le couple. Donc harceleur, contre-menteur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors harceleur, c'est que quand la personne est en crise, elle a l'impression qu'on la harcèle. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est une personne qui harcèle? On sait aujourd'hui en neurosciences, on a bien bossé là-dessus et on sait que le harcèlement vient d'un problème au niveau de l'hippocampe où la personne sait retrouver les émotions chez son interlocuteur de colère, mais n'arrive pas à identifier ou est très mal à l'aise et donc fait un déni sur les émotions liées à la souffrance. Donc l'hippocampe sert avec les neurones miroirs à détecter les émotions des autres. Quand on est harceleur, à l'école ou dans le travail ou autre, on comprend bien la colère des autres, mais pas leur souffrance. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est en crise pense que son mari, pense que sa femme lui met une pression, car il voit bien la colère de son conjoint, il voit bien la colère de son patron, mais il ne voit pas la souffrance. Donc ça ne sert à rien de montrer la souffrance que l'on a à un harceleur, ça ne le touchera pas, contrairement à la plupart des autres personnes. Donc effectivement, c'est pour ça que les stratégies que l'on emploie avec certains coachs ne fonctionnent pas. À expliquer que ce que fait la personne n'est pas bien, qui fait souffrir ses enfants, qui fait souffrir ses collègues de bureau, etc. Ça ne marche pas car la partie de l'hippocampe est défectueuse à ce moment-là. Alors, la personne qui est en difficulté relationnelle va être dans le mensonge. Alors, tout le monde est dans le mensonge. On sait que l'on ment presque 2 interactions sur 3. Ce n'est pas des vrais gros mensonges, mais c'est toujours arranger la réalité. Et en neurosciences, nous mesurons que à peu près 75% des mensonges sont des mensonges égoïstes et 25% sont des mensonges altruistes. Et quand une personne est en crise, c'est beaucoup plus que ça, c'est presque 90 ou 92% de mensonges égoïstes. C'est-à-dire que la personne ment pour garder une bonne image d'elle, pour influencer l'autre, pour ne pas que l'autre découvre qu'il a un mauvais fond ou qu'il est en crise, etc. Bien évidemment, quand une personne est en crise, son préfrontal fonctionnant très mal, la personne est très gauche, très maladroite. Par exemple, je crie pendant mon travail à des amis ou à la maison, j'écris à ma maîtresse ou à mon amant, et dès que la personne qui ne doit pas le voir arrive, hop, je pose le téléphone à l'envers. Je passe mes journées à textoter et je pense que l'autre ne s'en aperçoit pas. Vous voyez, je pense que je ne fais pas souffrir mes enfants, je pense que je travaille bien quand même dans l'entreprise, même si ce n'est pas le cas. Donc vous voyez que dans ces périodes-là, on a beaucoup de mensonges. Et le mensonge va fatiguer les personnes. On sait aujourd'hui, on a beaucoup utilisé le scanner pour ça, on sait quelles sont les parties du cerveau qui fonctionnent ou qui surfonctionnent en tout cas quand la personne est en mensonge. Alors vous savez que pendant des années, on a utilisé le détecteur de mensonges, le polygraphe, notamment chez nos amis américains. On sait aujourd'hui que c'est une vaste supercherie, car par exemple si on me demande de faire ce test et que je ne suis pas à l'aise avec la justice, avec la police, je vais avoir mon rythme cardiaque qui va forcément augmenter et ça va être associé à un mensonge alors que peut-être je ne mens pas du tout. Or, aujourd'hui on sait par scanner quelles sont les zones qui s'éclairent entre guillemets pendant qu'on ment. Donc dans les commissariats, dans les gendarmeries, plutôt que des polygraphes, il faudrait mettre des scanners. Bon, bien sûr que c'est très difficile à réaliser, mais la société avance, pourquoi pas. Mais on sait aujourd'hui précisément quelles sont les zones du cerveau qui s'éclairent quand on ment. Et je vais vous les expliquer. Je vais vous les expliquer. Et Bruno, tu pourrais nous les expliquer. Oui, je vais vous les expliquer. Et
ça va vous expliquer aussi pourquoi les personnes sont fatiguées finalement pendant les crises existentielles, sont à bout, dorment sur le canapé, se réfugient dans leur chambre, etc. C'est parce que à force de mentir, on utilise surutilise des parties du cerveau qui vont nous fatiguer, bien évidemment. Donc quand on ment, ça fait souffrir et ça emploie beaucoup d'énergie. Alors je vous ai répertorié les parties du cerveau qui sont en fonctionnement lors d'un mensonge. Ce sont la mémoire, puisqu'on utilise beaucoup la mémoire pour savoir comment on ment. Si j'invente une histoire, il va falloir que je me rappelle ce que j'ai dit. Quand c'est la réalité, c'est plus facile. La régulation de la pensée, parce que lorsque l'on ment, on doit avoir beaucoup de nouvelles idées pour faire passer son mensonge. Il y a le contrôle cognitif. Il faut essayer de contrôler les mots que l'on dit, de ne pas trembler aussi, de maîtriser son corps. Et il y a aussi l'inhibition, c'est-à-dire que l'on va faire en sorte de contrôler aussi sa gestuelle, son non-verbal, etc. Donc il y a une forme d'inhibition qui fonctionne dans le cerveau. Et donc vous voyez que les personnes qui mentent souvent, donc notamment celles qui sont en crise existentielle, vont avoir des problèmes de mémoire, vont pas se souvenir de tout, ou vont mélanger parfois au bout d'un moment, parce que la fonction de la mémoire est très importante. La régulation fatigue, puisqu'il faut en permanence se contrôler ses pensées. L'inhibition fait que au bout d'un moment, à force d'utiliser cette partie du cerveau, on va être inhibé, on ne va pas pouvoir prendre de décision. C'est pour ça que les gens qui sont en crise, s'ils ne sont pas poussés au départ de leur boulot ou de leur couple, ne partent pas. C'est souvent celui qui n'est pas en crise qui va pousser l'autre à partir en disant maintenant il y en a assez, ou tu prends une décision, ou tu pars ou tu restes. Et comme la personne ne peut résister à la pression et au harcèlement, ce qu'il appelle du harcèlement, eh bien il va partir. Mais une personne qui est en crise ne va pas quitter son travail ou son couple en général, il ne le fait que parce que l'autre l'oblige de le faire. Donc voilà, c'est la charge, l'inhibition fait qu'à force de mentir, la personne est dans l'inhibition et n'agit pas véritablement. Voilà, je vous ai expliqué cette vidéo car elle est importante de comprendre comment fonctionnent nos relations de couple, nos relations de travail. Vous voyez que dans une crise, on ment, on se croit harcelé. Je vais vous expliquer que fait un harceleur et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait face à un harceleur. Attention, la souffrance ne sert à rien. Et je vais vous expliquer comment on voit aussi qu'une personne ment et quels sont les effets du mensonge sur elle-même. Et puis très important, 75% des mensonges sont de l'égoïsme, 25% sont de l'altruisme, et quand on est en crise, on passe plutôt à 92%. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, soyez généreux. Pouce en l'air, et donc comme ça votre plateforme préférée, YouTube ou autre, vous permettra d'offrir cette vidéo à quelqu'un d'autre. YouTube ou autre proposera cette vidéo à des personnes qui peuvent être intéressées. Donc ça, c'est votre côté généreux. Votre côté égoïste, c'est de vous abonner pour profiter des posts réservés aux abonnés. Et puis, comme nous sommes une communauté bienveillante et positive, on partage nos témoignages, on pose nos questions, j'y réponds bien évidemment. Et ensemble, on est plus fort dans nos relations humaines. Je vous fais profiter de mon expérience et vous me faites profiter de vos témoignages. Voilà, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant, et c'est à très bientôt.